Je n'aurai pas ces postes-là, c'est pour des Américains, je ne corresponds pas au profil, peut-être pas assez visible, et je me dis ça n'arrivera pas, mais je suis en paix avec ça. On va faire le premier iPhone, le premier iPad avec eux, et on reçoit à chaque fois le lendemain du lancement un petit mot de félicitations de Steve Jobs. Bienvenue sur les grandes épopées. Je m'appelle Jafar Steblenraji et chaque semaine, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, aujourd'hui à la retraite ou qui ont tourné une page majeure de leur vie professionnelle. Ils transmettent sans filtre les apprentissages et les anecdotes qui ont marqué leur carrière. Aujourd'hui, j'échange avec Hervé Gendre, un des seuls non-américains à avoir occupé un poste de vice-président au sein de 3M, un leader mondial dans l'innovation technologique. Nous aborderons, entre autres, dans cette première partie, la persévérance dont il a fait preuve pour décrocher un job très convoité en Asie, sa stratégie gagnante pour convaincre le board de 3M de construire une usine dont il ne voulait pas, ou encore la coopération exceptionnelle avec Apple lors de la mise sur le marché d'une des plus grandes révolutions technologiques de notre siècle, l'iPhone. Avant de vous laisser avec Hervé, quelques mots sur les singularités de ce nouveau podcast. Pour vous proposer le contenu le plus authentique, inspirant et actionnable, toutes les expériences abordées avec mes invités sont totalement révolues. Cela assure une liberté de ton maximale, ainsi qu'une meilleure prise de recul. Les entretiens sont enregistrés dans les conditions du direct, sans coupure, ni montage, au domicile de mes invités partout en France. J'aborde des réflexions de carrière, mais aussi les enjeux business associés, pour contextualiser un maximum leurs apprentissages. Enfin, les entretiens sont découpés en 2 parties, diffusées chaque mardi et vendredi, et durent entre 45 minutes et 1 heure chacune. Et maintenant, place à votre épisode avec Hervé Gendre. « 1981, tu as 22 ans. C'est ton premier jour chez IBM à Paris. Qui es-tu à ce moment précis ? À ce moment précis, je crois que je suis un jeune diplômé d'une école de commerce, qui est l'EDEC à Lille, qu'on oblige à mettre un costume pour son premier jour de travail. Ok. Et ça, c'était toi à 22 ans. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je suis un père de famille, un heureux père de famille, de deux jeunes filles nées à l'étranger, où j'ai passé 30 ans, 20 ans aux États-Unis et 10 ans en Asie. Et j'ai travaillé 42 ans dans la technologie, que j'ai jamais quitté après les années IBM. Et je suis resté dans ce domaine, même en arrêtant de travailler à plein temps, par l'intermédiaire des startups et de mentoring. Génial. Merci pour cette présentation, Hervé. Bienvenue sur les grandes épopées. Merci. Donc pour nos auditeurs, on est installé face au golfe du Morbihan. On a une super vue, il fait super beau. Donc un excellent cadre pour avoir une discussion à bâton rompu. Pour rappel, dans ce podcast, on va explorer certains momentum clés de la carrière d'Hervé. Je cherche à comprendre comment tu les as vécus le nez dans le guidon vraiment à ce moment-là, mais aussi grâce à ton recul aujourd'hui, ce que tu en retiens pour toi et pour les auditeurs. Je tiens encore une fois à te remercier de témoigner à ce micro. Merci. Donc c'est parti pour l'épopée de Hervé. Alors on replonge en 1981, donc tu arrives chez IBM, donc d'abord en stage puis ensuite en CDD si mes souvenirs sont bons. Comment est-ce que tu vis cette arrivée dans une entreprise qui à l'époque est une très grosse entreprise, quasi en situation de monopole dans son secteur ? C'est quoi un peu ton état d'esprit en arrivant ? Je pense que j'ai encore une vision très académique des choses et un peu impressionné par l'environnement, mais avec aussi un peu de recul par rapport à certaines choses qu'on m'impose ou que j'observe. Donc, je parlais tout à l'heure du port systématique du costume noir et de la chemise blanche. Et puis, effectivement, une entreprise en position de monopole sur les grands ordinateurs et les mini-ordinateurs. Et le PC professionnel n'existe pas. On en est encore à la machine à écrire.
Je démarre d'ailleurs là-dedans, en fait. Je fais un mémoire sur la bureautique. Et je me rends compte très vite qu'il y a une culture d'entreprise basée sur une forme de domination, une espèce d'arrogance, mais qui est très basique. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de commerce, d'ailleurs, pour le remarquer, puisqu'un jour, je parle de concurrents, on me dit « Mais Hervé, on n'a pas de concurrents. » Ouais, incroyable. Et en fait, je me rends compte que non seulement qu'ils ont des concurrents, mais que le verre est un peu dans le fruit, parce que la deuxième chose que je fais après le mémoire sur la bureautique, c'est le constat de décès du copieur. Je décide de quitter le copieur parce que l'industrie est devenue trop compétitive pour eux. C'est une commodité, en fait. C'est une commodité. Ils ont 25 concurrents, ils n'ont pas pu justifier leur proposition de valeur et ils décident d'arrêter et ils me demandent de faire une espèce d'état du marché pour expliquer pourquoi ils arrêtent. Une sorte de post-mortem, en fait. Un post-mortem. Un post-mortem. Et en même temps qu'ils me demandent ça, au moment où je quitte, ils me disent, voilà, on va avoir quelque chose d'intéressant, on va lancer un micro-ordinateur professionnel. Il y a les tout premiers PC qui sont sortis, le Commodore, en fait, qui est quasiment le premier PC, et puis un PC français, d'ailleurs, juste avant Apple. Et c'est encore un jouet ou un instrument pour scientifiques. Et ils ont un PC professionnel avec des applicatifs, avec des tas de choses, et ils me demandent d'aller dans les professions, faire un peu en sous-marin des études d'application en disant pas que je viens pour IBM dans certains cas. Donc je vais chez les notaires, je vais dans les cabinets d'analyse médicale, je fais des choses comme ça. Et je me rends compte qu'ils ont un truc fantastique. Même si c'est entièrement piloté des États-Unis et pas toujours adapté à la France. Mais donc là, je me dis, bah, il y a plein de choses. Mais au moment où ils me proposent de rentrer, ils me disent, bah voilà, vous êtes peut-être pas ingénieur, donc bah déjà vous allez faire de la vente. Et comme vous pouvez pas faire de la vente tout de suite, vous allez faire 1 an de stage. Et je me dis, bah ça fait 5 ans que j'étudie, j'ai pas envie de faire 1 an de formation technico-commerciale. Et en plus, bah la culture d'entreprise me plaît pas. Mon patron, mon N+1 part dès le début de mon stage, en me disant qu'il va dans une autre société. Et je comprends pourquoi, parce que lui, il n'est pas tout à fait dans le moule. Et donc, tout ça me pousse à dire, bah non, je vais même pas postuler, en fait. Je postule dans d'autres sociétés technologiques qui me semblent beaucoup plus ouvertes et dynamiques et qui me semblent être les futurs leaders. Mais je trouve que c'est déjà un choix très fort parce que tu as conscience qu'il y a une technologie sur laquelle, en fait, qu'il y a beaucoup de potentiel et tu fais un trade-off où tu décides de partir alors que tu as vu qu'il y avait quand même un potentiel énorme avec l'IBM PC. Oui, mais d'un autre côté, je pense que j'étais pas sûr d'être dans une position où j'allais m'enrichir, où j'allais pouvoir apporter quelque chose. J'avais l'impression que ce complexe de l'ingénieur qui créait, j'allais l'avoir chez eux tout le temps. Alors qu'après, je suis tombé dans des entreprises où on croyait que j'étais ingénieur. On m'avait même pas demandé. C'était aussi parce que quand on travaille aux États-Unis, on met moins les gens dans des cases qu'en France. Mais à l'époque, il n'y avait pas de passerelle. C'était sens unique, école de commerce. Et bon, dans l'autre sens, ça marchait. Mais donc, je sentais que ça allait me hanter toute ma carrière. Et puis j'aimais pas l'ambiance, quoi. J'aimais pas le costume noir. J'aimais pas. Il y avait plein de choses que j'aimais pas. Donc, Et puis à ce moment-là, bah, il y avait l'émergence de sociétés beaucoup plus dynamiques qui, en quelques mois, de par le mini-ordinateur, se positionnaient derrière IBM sur le micro-ordinateur et qui me semblaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fun, en fait. Et là, si on fait un petit saut dans le temps, donc tu rejoins, pas tout de suite après IBM, mais le coup d'après, une entreprise qui va être l'entreprise dans laquelle tu vas faire quasiment toute ta carrière, 3M. Oui. Comment est-ce que tu fais ce choix-là et quelles sont un peu peut-être les options que tu avais sur la table? Bah en fait, j'interviewe dans quelques entreprises de technologie. À l'époque, il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui comme maintenant. Donc HP, Digital Equipment. Et 3M qui est un peu en amont dans la technologie, mais en position de leader dans certains domaines comme la connectique, qui à l'époque, on faisait pas des choses très très intégrées, on faisait des boîtes, donc il y a des connecteurs partout. Et j'aime bien tout de suite la culture.
J'arrive à mon premier interview, il fait très beau, je suis passé sous un jet d'eau et je suis entièrement trempé. Et le DRH qui vient me chercher me dit en regardant dehors, tiens, il pleut dehors. Hein, C'est génial. et il se sent tout de suite, il met à l'aise, alors que je me dis comment je fais pour me mettre dans une position pareille. Super Et signal donc, fabuleux. et ça, c'est un signal fort, quoi. Hein, et chez HP, c'est un peu pareil. Et, euh, et chez Digital, c'est un peu le genre d'IBM, et donc ça matche pas, quoi. Hein. Voilà. Ok. Et, et entre les deux, je passe 6 mois dans un groupe de presse à vendre de l'espace pour le premier journal de micro-informatique. Donc j'apprends beaucoup au contact d'un rédacteur en chef qui vient d'industrie et qui est conscient lui aussi qu'il y a une révolution qui est en train de se faire. Donc j'apprends plein de choses pendant 6 mois et puis j'attends un peu ces offres IBM et HP et 3M et HP. Quand 3M me prend, j'ai déjà un peu de contenu, quoi. Voilà. Oui, tu développes ta culture tech en fait. Tu deviens Voilà. à une époque en plus où il y avait peut-être moins de variabilité dans la tech, mais du coup t'étais au bon endroit quoi, pour pouvoir être prêt à attaquer ces chapitres-là. Exactement. Génial. Bon là on va faire un saut dans le temps parce pour nos auditeurs on a vraiment beaucoup de sujets super intéressants à aborder aujourd'hui. On va tout de suite sauter dans les années 90 parce que en préparant cette interview, Hervé, tu m'as parlé d'un voyage en Asie dans les années 90 qui a été un peu une sorte de effet waouh. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler juste déjà de ce voyage, ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, est-ce que ça t'a donné envie de faire en fait? Oui, alors ce voyage, il s'inscrit dans un contexte où je suis dans une société qui, bien qu'elle soit d'une culture très ouverte, est très très américaine. C'est vraiment le monde vu des États-Unis. Et on nous impose de commercialiser des produits américains, alors qu'il y a une filiale japonaise, qui est d'ailleurs troisième à la première filiale Hors US, hors US au Japon et en Chine, hein, qui ne soit pas contrôlée par des sociétés locales. Donc dans les années 50, c'était vraiment un précurseur de l'Asie. Et, euh, et je me rends compte que les Japonais développent des produits dans un laboratoire pour le marché japonais qui sont beaucoup plus adaptés à l'Europe. Et qu'en plus, il y a des produits en Asie qu'on pourrait commercialiser, des produits non 3M, sous des formes de private labeling, mais c'est bloqué par les États-Unis. Et donc, je demande à mon patron, qui fait un peu pas tout ce que je veux, mais beaucoup pour me retenir à cette époque-là. Je dis, bah voilà, je monte un projet de voyage en Asie, est-ce que vous me soutenez? Et on fait le voyage, il me dit, oui, mais je viens avec vous. Bah, pas de problème. ton patron américain. Mon patron français. Ah, patron français, ok. Et on fait une partie du voyage ensemble. Et les Américains découvrent en plein voyage qu'à l'époque, il n'y a pas de technologie de communication. Donc, on reçoit un message sur un gros ordinateur, un Telex ou un truc. Qu'est-ce que vous faites en Asie, etc. Enfin, c'est ça. Ah, ils sont pas très contents. Ils me demandent un rapport. Et puis moi, j'avoue qu'entre le Japon, Taïwan, Singapour, j'ai un peu le coup de foudre. Je me dis vraiment, c'est là où c'est là où je veux travailler et il y a un peu tout. Hein. Il y a l'ambiance de travail, il y a des choses comme les odeurs, la culture. Enfin, c'est c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Et quand je rentre, moi j'ai plein d'idées de produits, mais j'ai aussi une idée derrière la tête qui est de retourner y travailler. Et alors là, donc tu retournes voilà, de ce voyage, on va dire professionnel, mais où tu sens le terrain. Donc t'as qu'une idée en tête, c'est d'y retourner. Sauf que c'est pas possible. Alors explique-nous un peu pourquoi, parce que ça c'est quelque chose qui est assez étonnant. J'ai lu un peu là-dessus. Tu es français. Tu as envie d'aller en Asie pour 3M, mais comme tu es français, a priori, c'est non. Oui, bah à l'époque c'est un job pour les Américains, hein, puisqu'il faut être lié au siège et que je suis pas lié au siège. Et puis bah je pense que comme j'ai bougé un peu, que j'ai remué un peu, ça s'est passé plusieurs fois dans ma carrière. Là j'ai remué en interne. Il y a des fois où bah, tu interviews et je pense qu'ils le sentent, ils s'en rendent compte et ils me proposent quelque chose qui est de remplacer un Américain sur un poste européen.
Et ça, c'est possible parce qu'on est en train d'européaniser la structure et de créer une organisation européenne intégrée. Les filiales deviennent des équipes de vente, donc on me demande de prendre un poste là-dedans. Ça, c'est à Hambourg, en fait. C'est basé à Hambourg. Ouais, okay. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'en fait, j'apprends beaucoup au niveau multiculturel. Je me rends compte des différences entre les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols au niveau business et je m'adapte et sans doute je m'adapte mieux que mes précurseurs américains parce que je suis européen à la base et puis à ce moment-là, je me réalise qu'ils ont mis un Suisse en Asie, un Suisse allemand et qui est en fait un peu en fin de carrière et il a eu un espèce de bâton de maréchal qui est d'aller en Asie. Et donc, je connecte avec lui, on s'entendait bien avant qu'il parte, et à un moment, je lui dis, quand tu veux arrêter, tu me le dis, parce que je veux ton job. Ouais. Donc en fait, c'est ça la ligne de crête. T'as un petit espace. J'ai un petit espace. C'est ce gars-là. Ouais. Et finalement, il t'explique lui des choses sur comment est-ce qu'il a réussi à briser cette... Non, pas trop, parce qu'en fait, il a eu un peu le truc à l'usure et il l'a eu parce que il était responsable de la Suisse, qui est un tout petit marché en électronique. D'accord. Et qu'il voulait, je pense qu'il avait envie d'aller en Asie et donc il a 55 ans et comme on peut pas tellement, il a toujours été dans l'électronique à 3M et comme on peut pas lui proposer d'autres postes, on lui propose ce poste-là. D'accord. Okay. Et il le prend vraiment comme une fin de carrière, c'est-à-dire qu'il profite beaucoup de la vie en Asie et je vois plein de choses qu'il pourrait faire mieux. Et il m'aide beaucoup aussi de ce point de vue-là, parce que je me rends compte que il y a un potentiel fantastique qui est en train de se développer, de fabrication, même de recherche et développement, et donc ça accentue mon envie d'y aller, quoi. Donc finalement, j'essaie de prendre un peu de recul, quand on vit ce type de blocage, on va dire plutôt pas forcément officiel, mais un peu officieux. Toi, ta stratégie, ça a été d'identifier finalement un champion, donc ce fameux Suisse, avec qui tu crées du lien. Ouais. Et tu lui dis, voilà, je veux ton job. Et là, on parle de quelque chose qui se passe sur une échelle de temps assez longue, parce que ça dure à peu près 4 ans. Ça dure 4 ans. Et en même temps, j'identifie un champion dans mon organisation directe à Bruxelles, qui est un patron qui vient d'arriver, qui vient d'une société que 3M a acquise, et qui a une mentalité plus d'entrepreneur individuel et avec lequel je me lie d'amitié. Vraiment, ça devient un ami et il me mentor, il m'aide beaucoup et quand je lui dis que je veux faire ça, il me dit je vais t'aider. Et effectivement, lui, il met un peu son poids dans la balance à un moment, ce qui n'est pas évident pour lui parce qu'il est arrivé presque comme moi, il est là depuis 5 ans et il dit mais moi je pense qu'il faut l'envoyer en Asie. Il s'est super bien débrouillé dans le poste européen et je pense qu'il faut l'envoyer. Et donc, c'est un peu la conjonction des deux. Et je pense que s'il n'avait pas été là, ça n'aurait pas marché. Ok, hyper intéressant. C'est pas le fait qu'il y a quelqu'un qui parte et que j'ai mis mon nom dans le chapeau, ça n'aurait pas été suffisant. Oui, c'est une conjonction de signaux. Et il y avait plein d'Américains qui ont laissé ce poste-là et je pense que c'est lui qui a été l'élément déclencheur. Voilà. Génial. Écoute, en tout cas, je trouve ça incroyable d'avoir de la suite dans les idées à 4 ans et de tenir ce type de mouvement, c'est génial. Tu veux rebondir là-dessus ? Oui, je veux rebondir juste sur une chose. C'est en fait, on peut avoir ces moments-là à n'importe quel moment de sa carrière, parce que moi, je rêvais un peu de partir juste après l'EDEL, de partir aux États-Unis. Ça s'est pas fait. Là, j'ai 35 ans. J'ai pas encore fondé de famille. Et donc, je me dis, c'est le moment. Et c'est pas évident parce que je laisse plein de choses derrière moi. Mais en fait, je me rends compte que c'est un moment clé après coup. Et qu'à la fois au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et donc, je pense qu'il est jamais trop tard, en fait. Oui, mais c'est ça le message, c'est que c'est effectivement quelque chose qu'on peut vivre quelle que soit la période de sa carrière. Après, c'est une histoire de trade-off. Effectivement, on n'a pas forcément les mêmes contraintes quand on a une famille, pas de famille, etc. Mais c'est hyper intéressant. Voilà. Faut avoir le courage aussi de prendre ce type de décision à un moment donné.
Et donc à ce moment-là, donc tu arrives en Asie, tu prends ton job. On est en 94, 94, ouais. 94, voilà. Et donc là, moi, j'ai lu un élément. Enfin, je sais pas d'ailleurs à quel point ça a eu un impact sur ton travail, mais dans les années 97, il y avait une crise économique en Asie, globalement des pays qu'on appelait les tigres, etc., qui a eu une influence, si mes souvenirs sont bons, beaucoup sur la dévaluation des monnaies, sur l'instabilité globalement du marché. Donc j'imagine que vous avez été impacté d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est la première crise ou petite crise que tu vis en tant que professionnel, ou est-ce que tu en as eu d'autres avant? Et comment est-ce que tu vis ça? Oui, on a eu d'autres, mais aucune est de cette ampleur et surtout où je suis un peu la personne sur place chez qui qu'on va aller voir pour avoir des informations ou pour résoudre les problèmes qui se posent. Hein. Donc c'est la première fois où je suis pas In charge. un membre de l'équipe, mais je suis en charge. Voilà, exactement. Et c'est effectivement c'est une crise monétaire qui pousse plutôt que d'importer beaucoup. Et pour nous, c'est combiné avec l'explosion de la demande de l'électronique en Asie et des fabrications en Asie qui pousse à localiser en fait, hein, à la fois recherche et développement et fabrication. Ok, et donc là, à ce moment-là, donc, juste pour bien comprendre ton rôle, t'es vraiment en lead sur la relocalisation de ces entreprises. C'est quoi? C'est de l'acquisition? C'est de la structuration d'usines? Juste pour avoir une petite idée. Non, alors en fait, je suis en charge du business développement de la partie électronique sur l'Asie. Et c'est à la fois écouter ce que disent les clients qui nous demandent beaucoup de localiser, hein, qu'ils soient asiatiques ou américains ou européens. Et puis aussi avoir une structure sur place qui soit pas juste un manager et des équipes locales organisées par filiales, hein, parce qu'en fait, je suis littéralement tout seul. J'ai un responsable technique et à un moment, j'ai un vice-président qui vient me voir et qui me dit « Mais vous êtes assis sur des montagnes, des îles de silicone. » D'ailleurs, qui fait l'analogie avec la Silicon Valley. Et je lui dis « Bah oui, effectivement. » Et il me dit « Bah, on va vous envoyer de l'aide. » Et on est en 95 et j'ai pas encore de micro-ordinateur. Donc je vais toujours sur des terminaux, dans les filiales, pour écrire mes rapports le soir. Et je lui dis, la première chose que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un micro-ordinateur, parce que pour l'Asie, je suis une pièce rapportée des États-Unis, donc il n'y a pas de budget pour mon micro-ordinateur. C'est fou. Et il va voir le responsable de l'Asie, il dit, si vous lui donnez pas un micro-ordinateur, je vous en envoie un. Et le gars dit, bon, on va lui donner un micro-ordinateur. Et après, je dis, voilà, il me faut... je suis sans doute pas assez agressif, parce que je suis encore un peu en mode... est-ce que je suis vraiment légitime là? Je suis un peu conservateur. Et je dis 2 personnes, 3 personnes. Et puis il me dit il vous faut un lab, il vous faut ci, il vous faut ça. Et à un moment, on a un client qui nous dit il vous faut une usine. Ok. Et c'est un moment charnière parce que le client, c'est Hewlett-Packard et c'est un produit qui à l'époque en pleine explosion, qui est maintenant complètement banalisé. C'est les cartouches à jet d'encre. Okay. Et on a une position complètement unique. Comme disent HP, on partage des liens vitaux ensemble. On fait l'intégration de la cartouche jet d'encre et le circuit. Et ils veulent qu'on fasse ça en Asie. Et je vais voir les Américains, ils disent non, c'est non. Regardez, c'est pas rentable. Et je retourne chez HP et je dis voilà, c'est compliqué. Ils me disent on va les convaincre ensemble. Et ça se termine où ils viennent parler au board 3M et présenter pourquoi il faut construire une usine à Singapour. Et ils disent ce sera la meilleure décision que vous avez jamais prise et vous le regretterez jamais. Effectivement, c'est le cas. Avec le recul, ça a été une excellente décision. Donc, je fais le business plan de l'usine qui comprend les produits HP. Donc ça, c'est assez facile parce qu'ils me le donnent. Et puis d'autres choses autour. Pour nourrir les laboratoires intégrés, etc. Et c'est un projet fantastique. Je suis là à la pose de la première pierre, mais je vois pas l'usine se construire parce qu'on m'envoie aux États-Unis. Ok. Est-ce que c'est comment tu vis ça d'ailleurs parce que là, ça a l'air d'être quand même un gros projet où t'es à l'initiative. C'est pas rien en fait de réussir à convaincre le board de 3M avec un partenaire externe. Comment tu vis le fait de pas aller au bout? Souvent on dit qu'on a envie de voir
le projet se faire. Bon, après, tu quittes pas la boîte, mais... Non, je quitte pas la boîte. Alors effectivement, s'il y a une partie un peu frustrante, ça va se reproduire plein de fois dans la carrière. Eh ben, c'était le moment, en fait. Il y avait une opportunité. Il y a un poste qui s'ouvre aux États-Unis, qui est un peu dans la partie où j'ai démarré, la partie connecteur. Je vais faire 2-3 allers-retours dans ma carrière, toujours revenir un peu c'est ce métier-là. Voilà, au cœur de métier. Et là, il y a un poste qui se libère et on me dit, vous allez prendre ce poste. Et c'est un moment où en fait, je me suis marié dans l'intervalle, j'ai eu un enfant et on se dit, c'est le moment d'aller aux États-Unis. Et donc, c'est pas trop difficile, d'autant plus que j'y retournerai après. Et c'est ta première fois, en fait, finalement, aux US? C'est la première fois aux États-Unis. C'est à Austin, au Texas. Ok, donc c'est pas encore au siège, en fait. Non, en fait, c'est le siège de la partie électronique à l'époque, D'accord. qui a été décentralisé pour des raisons de flexibilité et de facilité de recherche de main-d'œuvre dans la technologie, ce qui d'ailleurs est complètement justifié. Et donc, en fait, c'est aussi une opportunité intéressante. C'est pas au nord du pays et c'est une vraie opportunité. Et là, on est en quelle année pour resituer 98. 98, ok. Donc là, on fait un saut dans le temps. Il y a un sujet que je vais absolument aborder avec toi aujourd'hui. C'est cette séquence en 2003-2005 où tu es Master Black Belt sur Six Sigma. Donc alors, pour ceux qui comprennent pas en façon que c'est du chinois ce qu'on raconte, donc peut-être Six Sigma en expliquant en quelques mots. Tu peux expliquer la méthode oui, dans les grandes lignes. Six Sigma, je crois que ça a été inventé, en tout cas formalisé par Motorola, même si ça a démarré dans d'autres secteurs, qui est un système d'excellence opérationnelle. Six Sigma, c'est 6 défauts par million, donc 6 défauts par million, c'est les compagnies aériennes en fait, les bonnes compagnies aériennes. Et Motorola veut atteindre ce niveau de défaut. À l'époque, ils sont en position de leader sur les téléphones cellulaires et ils veulent atteindre ce niveau et ils intègrent cette méthode et ils la rendent populaire et c'est à l'époque beaucoup utilisé dans tout ce qui est opération, supply chain, usine et supply chain. Pas trop ailleurs, c'est basé sur les analyses de défauts et des plans de correction de ces défauts et des arbres de priorité, etc. Donc c'est un concept d'excellence qui va être très très populaire dans ces années-là et que 3M adopte par l'intermédiaire d'un PDG qui vient de General Electric, qui est en fait le premier qui n'a pas été choisi pour remplacer Jack Welch. C'était le premier sur la liste, donc il démissionne tout de suite après. Et il vient à 3M et il dit à 3M, dans les tout premiers jours, il y a quelqu'un qui se présente et qui lui dit « Je suis responsable de Six Sigma à 3M ». Et qui est d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais qui est le premier aussi PDG de 3M qui n'est pas issu de 3M. Absolument. Ce détail a son importance. Ce détail a son importance, c'est un choc culturel. On passe du Minnesota profond à Hollywood, Jim McNamee, pour pas le nommer, qui est un charisme incroyable, une stature d'acteur hollywoodien. Et la personne qui fait ce tout petit job, qui a un petit job parallèle à 3M, qui lui dit « Je suis en charge de Six Sigma à 3M », il lui répond « Non, c'est moi ». Incroyable. Et ce jour-là, on comprend qu'il y aura un tremblement de terre. Il va y avoir un tremblement de terre. C'est le premier jour à 3M, je crois qu'il y a un aéropage qui se présente à lui, et là, on comprend que ça va être un gros truc. On ne sait pas comment, mais ça va être un gros truc. Okay. Et il crée une organisation et il décide d'y mettre, ce qu'à l'époque, c'est aussi une organisation de management des talents, mais il décrit ça comme sa première priorité à 3M, c'est gérer les talents, et il décide de mettre tous les hauts potentiels, de leur proposer systématiquement Six Sigma. Okay. Et en fait, ils n'ont pas tellement la possibilité de dire non. Donc, c'est la composition à sens unique. Et d'utiliser Six Sigma dans tous les domaines de l'entreprise. Donc, les coûts, la qualité, la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité et la croissance. Et ça, c'est nouveau, d'utiliser Six Sigma avec les clients.
Personne n'a jamais été aussi loin. D'accord. Donc la société est transformée en un gigantesque arbre Six Sigma, on appelle ça les White Tree, Ok. et avec des armées de Black Belt. Et toi, tu es chargé là-dedans d'accompagner des personnes dans cette Non, transformation. alors je récupère un business complet, donc Master Black Belt, donc suivant un peu les stades de carrière, etc. Je crois qu'il est créé un poste de Master Black Belt par division. Donc à l'époque, il y en a 40, et puis des postes plus les organisations transversales, et des Black Belt en fonction de la taille des business. Ok. Et moi, j'ai en fait un business où il y a l'électronique, l'électrique et les télécommunications au sein de troisième. Et à ce moment-là, toi, tu crois sur une échelle de 0 à 10, comment à Six Sigma, à son impact à ce... Bah, il y a une partie où je suis très ouvert parce que j'ai énormément à apprendre. C'est tout ce qui est manufacturing et supply chain, et je vais plonger là-dedans pour essayer. J'ai passé beaucoup de temps dans les usines, donc je vais voir un peu l'envers du décor par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Les usines, les labs, la partie nouveaux produits, développement de produits, etc. Donc je vais apprendre énormément. Et il y a une partie client où je suis plus circonspect. Et je vais quand même réussir en électronique. On a la chance d'avoir des clients qui sont déjà des sociétés qui ont leur propre système d'excellence opérationnelle. Donc, on va développer des projets avec HP, des choses comme ça. Ok. Et donc, ça va être un peu plus facile qu'avec un distributeur industriel, par exemple. Où là, quand on essaie d'imposer quelque chose, c'est un peu compliqué. Ok, donc tu as quand même un terrain de jeu plutôt favorable. Ouais. Et finalement, tu t'y vas avec... Enfin, t'es aligné avec cette vision-là. T'es pas en train d'essayer de défendre une vision qui arrive par top-down avec laquelle t'es pas aligné. Non, Non. je suis plutôt aligné. Je suis en fait dans une position où je peux dire quand ça va un petit peu trop loin, mais même si c'est pas toujours facile. Et puis je suis surtout dans une position où je peux rationaliser un peu. Okay. Et donc ça va m'aider par rapport à ceux qui sont un peu trop dogmatiques, quoi, hein. Et donc je passe toujours du temps, que ce soit avec les usines ou avec les clients ou avec les organisations supply chain, à essayer de rationaliser ça. Et je vais pas imposer parce que en fait j'ai été avant dans ma carrière dans une position d'influenceur où tu as une responsabilité d'une région pour le siège, mais il y a une organisation de filiales en dessous qui font un peu ce qu'ils veulent. Et si tu es un peu dans une position dictatoriale, ça va pas marcher. Ouais. Donc, j'applique ça. Tu as développé en fait déjà tes compétences d'influence. Et donc, par contre, je vois beaucoup de gens qui essaient d'imposer. Et là, il y a un phénomène de rejet de l'organisation et ça marche pas. Donc, ça se passe plutôt bien. Okay. Je compte un peu les années, mais ça se passe plutôt bien. Ok. Et donc là, on arrive en 2005. Ça a l'air d'être un tournant à nouveau de ta carrière parce que tu avais des plans qui ne sont pas les plans qui se sont produits. Non, j'avais des plans de rentrer en Europe et de prendre une responsabilité de filiale et d'avoir une ouverture sur l'ensemble du portefeuille 3M que j'ai toujours pas eu. Je suis resté un peu dans la partie électronique et télécommunications, en fait, parce que j'ai passé quelques années dans la partie télécommunications. Et ça se passe pas comme ça. En fait, pour différentes raisons, toutes mes ouvertures en Europe se ferment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Enfin, c'est quoi les... En fait, je pense qu'il y a différentes choses. Je termine souvent deuxième, hein, et il y a beaucoup de discrimination positive qui m'est pas favorable à l'époque. Donc, il y a beaucoup de postes qui deviennent des postes féminins. Troisième est toujours très précurseur dans ces domaines-là. Et donc, faut pas s'indigner là-dessus parce qu'en fait, dans la majorité du temps, c'était positif, hein. Je veux dire, l'intégration des femmes dans l'organisation en Asie, y compris au Japon et en Corée. Et troisième est vraiment très, très volontariste là-dessus. Donc, il y a ça qui se passe. Puis, il y a aussi un moment où on me dit, en fait, votre valeur ajoutée, elle est en Asie, elle est en électronique. Et donc, on va pas faire ce qu'Hervé veut faire, qui est ouvrir
sa vision au portefeuille et retourner en Europe, on va vous demander de retourner en Asie. Et en fait, on me dit, c'est Jim McNormay qui veut que vous retourniez en Asie. Il y a une façon que je rencontrerai une ou deux fois de dire non et de dire, en fait, c'est indiscutable, quoi. Après, il faut s'en aller. Et j'y pense un petit peu, d'ailleurs. Et j'en parle avec mon épouse. Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre en Europe maintenant? Et je demande à Troisième de me ramener en France et puis je démissionne après. Ou est-ce qu'on va en Asie? Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a vous prenez la décision d'aller en Asie. Ce qui est pas une décision. En fait, à ce moment-là, vraiment, c'est une décision qui t'est quand même pas mal imposée. C'est quoi les trade-offs? Comment est-ce que tu fais pour que elle soit quand même acceptable pour toi, pour ta famille? Alors le poste est super intéressant parce que c'est un poste qui n'existe pas encore, qui est de regrouper tout ce qui est électronique, c'est-à-dire la partie traditionnelle d'Austin, connectique, circuit souple, société acquise, et la partie qui est en train d'émerger à 3M, des produits industriels qui sont utilisés dans l'électronique, qui est à devenir énorme, dont les adhésifs, les abrasifs, et tous les produits isolants. Et donc, ça c'est très intéressant, ça s'est considérablement développé. Il y a une relation qui s'est tendue avec le gros client HP, où on me dit il va falloir rebâtir un peu cette relation. Et donc la partie professionnelle est super intéressante. Et puis au niveau personnel, je demande en fait, je dis, où est-ce que je peux aller? Et comme ils sont un peu conscients que c'est contraint forcé, ils me laissent le choix de la destination. Okay. Et je choisis la destination qui est la meilleure pour la famille, qui est de retourner à Singapour, où ma fille est née et où on a... déjà un petit ancrage. C'est plus facile pour une famille de s'intégrer à Singapour qu'à Shanghai. Et en fait, c'est une décision qui va me coûter parce que je réalise pas tout à fait que le business a migré de l'Asie du Sud-Est vers l'Asie du Nord et que la Chine et la Corée, le Japon sont beaucoup plus importants et je vais y passer ma vie en fait. Et donc, et Singapour, la Chine ou Singapour, le Japon, c'est une journée de vol. Et cette journée de vol, c'est pas en semaine. C'est le dimanche matin et vendredi soir. Et donc, soit on part 15 jours, soit on part une semaine en partant le dimanche matin et en rentrant vendredi soir tard. Donc, ça va être compliqué. Oui, donc finalement, là, le choix est... Mais c'est difficile, mitigé. C'est difficile à rationaliser parce que j'ai une petite impression de retour en arrière. Et puis, il y a une structure qui a été créée où j'ai un autre patron sur place qui connaît absolument pas mon business, mais qui est aussi quelqu'un qui a été positionné là par le PDG et qui en fait communique à ma place. C'est-à-dire c'est quelqu'un que j'alimente en information et c'est lui qui va... C'était un ancien de GE aussi ou non, même pas. C'est quelqu'un qui représente une autre forme d'intégration et de discrimination positive. Okay. Et qui a été placé là et c'est un peu le favori du PDG à l'époque et qui va en fait ça va être très difficile de travailler avec lui parce qu'il n'est pas du tout structuré. Il faut être très structuré en électronique et je vais devoir m'adapter à lui et par contre il a l'intelligence à un moment de dire venez avec moi dans les conseils d'administration parce que en fait on pose des questions auxquelles je peux pas répondre. Okay. Et donc il va me mettre un peu en avant, mais c'est quand même très difficile pour moi d'avoir un patron direct sur place qui connaît pas mon industrie et c'est la première fois et c'est quelqu'un qui a sa façon de faire, qui est en Asie depuis très longtemps, qui va y rester quasiment toute sa carrière et c'est très très compliqué. Ok. Et là, si tu étais un bon Français, tu serais resté bloqué parce que tu as ton N+1 avec qui ça fonctionne pas. Mais comme tu commences à avoir un peu une culture américaine, tu t'en sors oui, alors, différemment. En fait, je m'en sors différemment. Il y a un autre GI qui est arrivé juste après Jim McNormay. Il en arrive quelques-uns. Ils sont tous dans le moule GI, c'est-à-dire très volubile, très communicatif. Ils trouvent qu'à 3M, c'est très calme.
et ils agitent un peu les choses. Et c'est une personne, on est complètement différents, mais on s'entend très bien et il apprécie beaucoup ce que je fais et il est sensible à ce côté qualité de la vie, c'est-à-dire qu'il veut pas que je reste dans les téléconférences au-delà de minuit. Le vendredi soir, il me dit ah mais c'est vendredi en Asie, allez sortez avec votre famille. Et il se rend compte que c'est très difficile et il se rend compte de ce qui se passe. Il comprend bien l'industrie électronique et il se rend compte que de la situation dans laquelle je suis. À un moment, il me dit sans que j'ai rien dit, il me dit on sait ce qui se passe là-bas, on sait ce que vous faites et on s'occupe de vous, faites-nous confiance. Je m'occupe de vous. Et je lui fais confiance en fait. Et, euh, et en fait, j'ai raison de lui faire confiance parce que à un moment, il m'appelle un soir. Je me dis oh là, je vais rentrer à la maison. Il m'appelle et il me dit voilà, il y a personne qui s'occupe de la division dans laquelle vous avez fait toute une partie de votre carrière qui vient de s'en aller. Je voudrais que vous preniez la direction de cette division, mais basée à Singapour. Vous êtes là où vous faites. Vous pouvez rester là. Vous êtes au bon endroit. On a besoin que vous développiez ce business. Et c'est le soir de la fête de la musique. C'est un souvenir fantastique. Et je m'interromps. Je suis avec des amis. On est à la fête de la musique dans le jardin de l'ambassade de France à Singapour. Et je sais que je dois aller l'appeler. Et je dis à ma femme, à un moment, il est 10 heures. C'est terrible ces moments-là parce que ça vous gâche une soirée parce que vous y pensez tout le temps. Et Oui, je il l'ai y a charge appelé. mentale. Ouais. Ça dure 5 minutes. Il entend la musique derrière, il me dit profitez de la soirée. Et je retourne, je dis à mon épouse, c'est incroyable. Et c'est un moment où je m'étais dit, en fait, dans ma carrière, je n'aurai pas ces postes-là, c'est pour des Américains, je ne corresponds pas au profil, je suis peut-être pas assez visible, et je me dis ça n'arrivera pas, mais je suis en paix avec ça. Il n'y a pas de problème. Incroyable. Et pof, d'un seul coup. C'est le moment, en fait, où ça y est, vous Voilà. êtes... c'est... Fête de la musique 2008, 2007. Et dans 2008, ça a son importance d'ailleurs. Fête de la musique 2008 parce que le monde s'écroule après. c'est ça, c'est... La musique a été un peu trop forte. Voilà. Donc il y a 3 mois fantastiques et après c'est très compliqué. Et c'est incroyable parce que, en fait, on mesure pas à quel point c'est une décision qui est extrêmement forte parce que vous êtes à ce moment-là le seul VP Ouais. de 3M non américain Ouais. et pas aux US. Et pas au siège, ouais. Pas au siège. Donc c'est vraiment c'est incroyable. Ils vont le faire une seule fois après dans l'autre partie électronique. Incroyable. Et je crois que c'est tout. Donc, C'est... Et en fait, c'est un moment transformationnel pour ce business, et donc ça a du sens de le faire. Et pour ce business, c'est un peu ça ou le déclin. Et donc, Et pour bien comprendre, parce que 2008, c'est une année spéciale. ouais, très spécial. Est-ce que c'était déjà la crise des subprimes? Est-ce que cette décision, cette nomination, elle arrive où un peu dans l'année? De la musique, c'est en juin. Donc, ouais. Mais je me souviens plus précisément quand est-ce que c'était là. Il y a juin, juillet, août. Je crois que ça démarre en septembre. D'accord, ok. La cascade De Lehman, etc. Lehman Brothers, je pense que c'est dans cette période-là. Ok, donc c'est fin 2008. Ouais. Et là, on rentre dans un mur complet, tout s'arrête. Donc c'est prise de poste, on est content et voilà. Ça je tombe. passe l'été à Austin pour reconnecter avec le business et connaître l'organisation là-bas. Je retourne en Asie et d'un seul coup, les choses s'arrêtent et pour tout ce qui est fabrication, c'est vraiment immédiat. On rentre dans un espèce de monde inconnu où tous les repères qu'on avait n'existent plus. Et à ce moment-là, là pour le coup, vous êtes vraiment le boss de l'activité. Je sais même pas qu'est-ce qu'on ressent. En fait,
je sais pas si on ressent, enfin, j'ai ressenti beaucoup de choses à l'époque. On prend les problèmes au quotidien et on les gère. Donc, on passe d'un plan stratégique qu'on a passé tout l'été à faire, un plan à 5 ans qui est a priori super justifié. J'ai passé des semaines avec un stratégiste à faire ce plan à Austin, à le partager avec l'équipe, etc. Et puis, pouf, tout est jeté par la fenêtre au bout de 3 mois. Et on part sur des choses, des restructurations, on en profite pour, on se rend compte qu'il faut céder des business qu'on n'a pas pu intégrer, qu'on n'a plus le loisir d'essayer d'intégrer. Donc on commence parce que la période est évidemment pas favorable, à mettre ces business en Vente. position pour les mettre en vente. Et j'ai la chance d'être au contact des clients, donc je vois quand les choses s'arrêtent, mais je vois aussi quand elles reprennent. Et cette personne qui m'a nommé, elle reste très proche de moi. Elle va m'appeler toutes les semaines. Et il va me demander toutes les semaines qu'est-ce qui se passe avec les clients. Ok. Et lui et moi, en fait, j'ai la chance d'être Proche des clients. le vice-président qui est le plus proche des clients, parce que quand vous êtes au siège et que vous pouvez plus voyager à cause des restrictions de coûts, vous voyez plus de clients. Et c'est pas forcément, en tout cas au niveau fabrication, aux États-Unis ou en Europe, que tout va reprendre en premier. Et ça reprend en Asie à un moment, en avril, mai 2009. D'accord. Où là, je dis, attends, hop, ça a changé. Et c'est là, en fait, les fabrications de semi-conducteurs, qui pour moi, enfin, il y a deux indicateurs de l'activité économique, c'est le transport maritime et le semi-conducteur. Donc là, ça reprend d'un seul coup. Et Donc finalement, la distance, parce que moi, je me suis dit, vous étiez, entre guillemets, esselé par rapport à tous les autres VP et tout ce qui était basé aux US. Et on se dit que dans un moment de crise, généralement, je sais pas, ça doit être des war rooms dans tous les sens, tout le monde est colocalisé, etc. Et on doit peut-être se sentir seul. Au final, c'est plutôt... ça devient un avantage. Ça devient un avantage. Ça devient un avantage. Je suis pas en réunion de crise tout le temps. J'ai pas expliqué tout le temps pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi ça va mal, parce que je suis pas au bon endroit et il y a 12 à 14 heures de décalage. Et donc, je peux passer mon temps à analyser les choses, à éviter qu'on prenne des décisions trop radicales. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va très très bien faire dans cette période-là, parce que 3M va éviter en fait de prendre de décisions trop radicales au niveau fabrication. Il y a des sociétés qui arrêtent leur fabrication, qui ferment des usines. Et à 3M, on a à cette époque un PDG qui a une formation d'économiste, qui va faire un plan de sortie de la crise par trimestre, et qui est incroyable parce qu'il dit, voilà, toutes les crises ont cette forme. C'est une forme en U. Oui, il théorise en fait par rapport à des logiques économiques, en fait, macroéconomiques. Voilà. Et il dit, voilà, on va en sortir en mars-avril. Moi, quand en mars-avril, je dis, ça reprend, ça se raccroche à ça et tout. Et on va enlever aucune capacité. Et quand la demande revient, on est en position de force. Et on va avoir des années fantastiques derrière, parce que nos concurrents, que je ne veux pas nommer, mais ont enlevé des usines et ont arrêté des usines. Et nous, on sait que c'est pas la fin du monde, c'est juste une phase d'assainissement financier et économique qui était nécessaire. Et fin 2009, la reprise est. Vous êtes en bonne position sur la reprise, quoi. Voilà. Hyper intéressant. Il y a un chapitre que je voulais aborder avec toi. C'est la relation que tu avais avec un de tes clients les plus exigeants. Quand tu étais en Asie, j'imagine, Apple. Oui. C'est un peu avant, non? Tu as commencé à travailler avec eux? Oui, en fait, je commence à travailler avec eux quand c'est une société de micro-ordinateurs, et les premiers PC. Là, c'est très, très compliqué pour travailler avec eux dans des produits banalisés comme le sont devenus les connecteurs. Donc, moi, je suis persuadé qu'il faut travailler avec eux, mais on n'y arrive pas. Okay. Et c'est un client non, c'est des fous. Et puis en 2007-2008, avant cet épisode, je suis responsable en fait du développement du business pour l'Asie, de la division de matériaux pour l'électronique, où il y a ces fameux adhésifs, abrasifs et films.
Et ce client vient dans notre lab et trouve un film et nous dit ce film, on en a besoin. Okay. Et ce film est utilisé pour cet adhésif transparent, optiquement parfait, 98% de transmission de la lumière, enfin, est utilisé pour quelques applications niches, notamment, je crois, des tables de simulation militaire chez Rockwell Collins. Ouais, d'accord, oui. Et ils disent, nous, on a besoin de ça, on ne peut pas vous dire pourquoi, mais on va lancer un téléphone, ou c'est ce qui se dit dans l'industrie, parce qu'ils ne nous le disent même pas, mais on va avoir besoin de ça. Et en fait, c'est le film qui permet l'écran tactile de premier iPhone. Ouais. Donc, on travaille avec eux dans le secret le plus complet pendant 1 an et demi, 2005-2006, et ils lancent le premier iPhone. Pour bien comprendre, en fait, quand ils viennent vous voir, ils vous disent pas pourquoi, mais à un moment donné, il faut bien être dans le secret des dieux. À un moment donné, ils nous font rentrer dans une supply chain qui est en Asie, donc ils n'ont pas d'usine, c'est les seuls qui n'ont absolument pas d'usine, ils ont des relations particulières avec des sous-traitants, et à un moment donné, ils nous disent, bah voilà, vous allez travailler avec tel fabricant de modules, c'est même pas un fabricant d'écran, qui est à Taïwan, et c'est extrêmement séquencé en fait. C'est notre laboratoire. D'accord. C'est notre laboratoire. À l'époque, ils ont juste qualifié. Après, ils vont développer des laboratoires optiques importants, mais c'est notre laboratoire. Vous allez travailler avec eux, ils vont vous dire ce que vous devez faire, et nous aussi, et ça se passera très bien. Et c'est le premier iPhone, et c'est qu'on va faire le premier iPhone, le premier iPad avec eux, et on reçoit à chaque fois le lendemain du lancement un petit mot de félicitations de Steve Jobs. Donc c'est incroyable. C'est très agréable. On fait partie en fait des quelques sociétés à l'époque. Il y a le fabricant du verre, Gorilla Glass, qui est un autre qui leur ont permis de développer Oui, des partenaires stratégiques en fait. Voilà. Et ils se rendent compte qu'il y a dans le portefeuille de 3M, nous on s'en rend pas compte. Enfin, on s'en rend un peu compte, mais qu'il y a plein de produits. On est tellement diversifié, il y a plein de produits qui sont pas dans l'électronique qui peuvent utiliser. Et on va voir une croissance fantastique autour de non seulement ces films, mais un portefeuille de produits pour l'iPhone et les iPads et autres produits dérivés, voilà, en termes d'adhésifs, de contrôle de la chaleur, de contrôle des interférences électromagnétiques, d'amortissement des chocs, de décoration, donc ça ouvre, de détection de l'eau, enfin ça ouvre un nombre d'applications incroyables. Ouais. Et du coup, cette relation, parce que l'idée qu'on se fait d'une entreprise comme ça, c'est une exigence maximale. Qu'est-ce que toi, ça t'apprend ou qu'est-ce que tu en retiens de bosser avec une boîte comme ça? C'est une exigence maximale dans une confidentialité aussi maximale. Donc, on apprend à être très, très rigoureux dans la façon dont on communique. On apprend à être extrêmement rigoureux dans tout ce qu'on leur présente, dans nos délais. Et on apprend à résoudre les problèmes très rapidement, à avoir à sortir de situations de crise très rapidement, parce qu'il y en a forcément quand on est à la pointe de l'innovation. Et ils ont d'ailleurs ce dicton qui est si on vous pose un problème, la réponse est oui, sauf si vous pouvez dire non avec des données. Je trouve ça incroyable. Donc, et ils disent, nous on dit ça en interne, on vous propose d'adopter. Et dans une entreprise du Midwest traditionnel qui vient des abrasifs et des adhésifs, où on est très conservateur, on n'aime pas annoncer des choses qu'on n'a pas complètement évaluées, qualifiées, contrôlées, c'est un changement de culture incroyable. Ah, c'est super puissant. On est obligé quasiment de recruter des gens à l'extérieur avec cette optique et surtout avec le niveau de qualification du personnel Apple, s'ils appellent des A-team, l'équipe A. Fameux. Et nous, on veut que l'équipe A, et d'ailleurs, on vous propose de contribuer à leur recrutement. Là, on leur dit, non, ça va un peu trop loin. Si vous voyez pas d'inconvénient, on va être responsable des gens qu'on embauche. Très bien. Par contre, dans certains cas, on vous les présentera, ou il y a même des cas, peut-être, on vous demandera une référence. Et ils vont nous envoyer des références fantastiques, et effectivement, on va constituer une équipe qui peut, au début, à peine
répondre à leur équipe et qui va devenir plus forte à leur contact. Et il n'y a jamais eu Devenir plus fort à leur contact. il y a jamais eu de réflexion, de JV, vraiment de fusionner des activités. Ah non, c'est Non. pas du tout quelque chose qu'ils envisagent. Ok. Ils veulent rester très indépendants Ok. et il y a une barrière très forte. Hein. Ils ont une éthique de travail qui est incroyable. Je suis frustré de voir quelquefois la perception qu'ils ont en Europe d'être mauvais élèves, de programmer l'obsolescence, etc. Parce que ils ont un niveau d'éthique qui est incroyable, hein, qui n'accepte aucun cadeau d'entreprise, même si c'est un rouleau de scotch. Quand on leur fait des boîtes d'échantillons, elles restent, ils quittent la réunion, les boîtes restent là. Ok, d'accord. La seule chose qu'ils vont accepter, c'est qu'on leur envoie un avion à Cupertino pour venir à 3M, parce que ça leur permet de voir 3M dans la journée et ils perdent pas une nuit à l'hôtel. Et ça devient un avantage concurrentiel parce que à l'aller comme au retour, on vole avec eux, on discute avec eux. Mais la relation se constitue. La relation se constitue, ils veillent, on sent, à part les Asiatiques, ils veillent à ne pas avoir des relations trop proches. Donc il y a toujours un peu une distance. Le jour où on va dîner ensemble, c'est aussi important que le jour du lancement de l'iPad. On se dit qu'on a dépassé un stade dans la relation, hein, parce que sinon, il n'y a pas du tout de ce genre de moment de convivialité. Mais une exigence de travail, une créativité, une capacité d'exécution absolument incroyable. Et toi, de ton côté, ton buddy, entre guillemets, chez eux, c'était qui en termes de rôle, en termes de responsabilité? Alors en fait, au début, c'est un vice-président de tout ce qui est optique et écran. Enfin, c'est beaucoup un vice-président de tout ce qui est optique et écran. Et puis après, on crée une structure compte clé à 3M, à laquelle j'avais d'ailleurs contribué au moment de Six Sigma. Enfin, on l'étoffe et on met des sponsors exécutifs. Et je deviens le sponsor exécutif comme j'ai le plus gros business. Et là, je suis au niveau de l'EVP Materials, qui est directement... Enfin, on ne connaît pas leur structure, hein. Il n'y a pas d'organigramme. Ah oui, ok. Même en interne, ils ne connaissent pas leur structure. C'est des groupes projets, c'est très fluide. Il n'y a pas de communication transversale pour des raisons de confidentialité. Donc, mais on suppose qu'il est rattaché, on comprend qu'il est rattaché directement à Steve Jobs. Okay. Et là aussi, j'apprends beaucoup de choses parce qu'en fait, leur mode de gestion de la crise, c'est quand il y a une crise importante, on vous appelle. Si ce jour-là, on ne peut pas vous joindre, on appelle votre supérieur ou le PDG. Oui, c'est l'escalade. Donc en fait, à un moment, je vais voir le PDG et je lui dis, tiens, mon patron me dit, allez directement le voir, allez lui expliquer. C'est pas moi qui vais le faire, allez lui expliquer. Donc je vais le voir. Je dis, voilà, il faut savoir que vous risquez d'avoir un jour un coup de fil. Si je suis en réunion, que je ne peux pas prendre, si mon téléphone ne marche pas ce jour-là, ils vont vous appeler. Et donc vous écoutez, vous prenez des notes et vous dites qu'on répond sous X nombre une heure et qu'on va régler le problème sous Oui, c'est un protocole en fait qu'ils vous ont partagé. Un protocole de réaction en cas de crise importante, d'arrêt de fabrication, de line down, comme ils disent. C'est étonnant parce que de mon point de vue, ça me paraît plutôt logique. Quand tu l'expliques, on a l'impression que c'est spécifique. En tout cas, que c'est nouveau quand Apple vous explique ça. Le concept de l'escalade quand il y a un problème. C'est poussé à l'extrême. D'accord. Hein, c'est poussé, très formalisé. Donc des fois, on rencontre des gens juste pour se connaître quand il y a un problème. S'il y a un problème, on se serre la main. Voilà. Donc on vous introduit des gens chez des personnes dans leur organisation parce que vous êtes au niveau où vous pouvez avoir besoin un jour. Voilà. Et il faut une capacité et éventuellement à résoudre des problèmes que les autres ont créés. Ce qui, pour 3M, est extrêmement intéressant parce que maintenant il y a prescription, mais on se trouve à résoudre des problèmes d'antenne qu'on a connus en Europe. Hein. Du jour au lendemain, on nous dit, voilà, on a un gros problème, ils ne peuvent pas le résoudre, c'est à vous de le résoudre. Revenez avec un plan sous 24 heures. Et sous 24 heures, on envoie une équipe et on écoute et on revient avec une série de solutions. Et
Et derrière, il y a évidemment une loyauté qu'on a, Oui, bien sûr. qui est incroyable. Oui. En fait, là, ça devient business partner échelle plus. Donc, c'est résolution de problème que vous avez créé et résolution de problème que les autres ont créé, ce qui est le plus intéressant. Incroyable. Et donc, nouvelles opportunités, Voilà. prendre des marchés. Et d'ailleurs, à un moment, on nous dit, c'est bizarre comme vous êtes à 3. Ils nous disent, ce qui est un compliment, les compliments sont extrêmement rares de leur part, et dans l'électronique en général, mais de leur part. Et à un moment, ils nous disent, vous êtes incroyable, 3M, vous créez beaucoup de problèmes dus à votre fragmentation, mais vous avez une capacité à venir ensemble et à les résoudre qui est unique. Et c'est effectivement, on s'en rend pas compte à ce moment-là. On dit que c'est vrai qu'on crée beaucoup de problèmes, mais pour nous, c'est naturel de nous réunir en équipe cross-fonctionnelle le soir, tard, et à résoudre le problème. Et c'est pas si évident que ça. Et à être candide, à être transparent, à pas ce que leurs fournisseurs asiatiques ne font pas. Ouais, incroyable. Ouais, donc vous aviez un avantage compétitif. Ouais. Et à un moment, d'ailleurs, ils nous disent en fait, vous avez beaucoup de. On adore les fournisseurs asiatiques à 3M. Et ils disent ça devant mon patron, devant le PDG. On leur ramène le PDG et oh là, ça commence très très mal. Et ils disent mais il y a une exception et c'est vous. Ouais. Il y a un fournisseur qui se comporte comme un asiatique et c'est vous. Et là, je me dis j'ai gagné, on a gagné, on a adopté, on réagit comme des Asiatiques, on a tous une expérience de l'Asie et des bases et des équipes, parce que c'est facile d'intégrer des équipes asiatiques à un projet comme ça. C'est extrêmement motivant et ils ont le drive nécessaire pour l'énergie, voilà, et l'intensité qu'il faut pour, et on se dit, on a gagné, quoi, on est voilà. Incroyable. Merci pour ce témoignage sur la relation avec Apple. Je pense que j'avais vraiment envie de t'entendre là-dessus. Bravo. Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Hervé Gindre. Rendez-vous dès vendredi pour suivre la deuxième partie, pendant laquelle nous aborderons des sujets encore plus profonds et actionnables. Le retour de ses pairs lors d'un feedback 360, qui a été un électrochoc pro et perso, un moment de vérité avec sa fille cadette qui a rechallengé son équilibre, ou encore les principaux conseils qu'il partage depuis quelques années à des fondateurs et fondatrices de Startup Tech en tant qu'advisor. Et si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. À vendredi.